Bien, bonjour à tous. Vincent Picandet, effectivement, je suis à l'IRDL à Lorient et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques éléments simples sur l'imbibition et la sensibilité à l'eau des matériaux de construction biosourcés. Donc en fait, on a vu que le rôle de l'eau, là, ici, il est primordial, hein, puisque qui dit biosourcé dit biodégradabilité et l'eau, très souvent, initie cette biodégradation. Et l'idée, là, c'est de partir sur un matériau formulé à partir de particules végétales et de considérer une exposition accidentelle ou ponctuelle à de l'eau liquide qui va se propager dans le matériau et puis on s'imagine altérer ses propriétés mécaniques et thermiques. Et puis, on l'a vu dans les premières présentations, jouer sur sa stabilité dimensionnelle également. Donc l'idée, là, c'est de, à travers une expérimentation simple, essayer de caractériser le matériau de manière à essayer de prédire. Je reviens sur la deuxième présentation, hein, l'idée qui a été développée, c'est ça. Caractériser pour essayer de prédire, mais c'est un petit peu un challenge. Et puis, au moins d'observer la cinétique d'absorption, et puis de dégager quelques paramètres de transfert. Mais l'idée, là, c'est simplement d'apporter des, on va dire, quelques briques théoriques pour avoir une première réflexion, et de premiers éléments de comparaison sur ces matériaux formulés qu'on peut utiliser couramment dans le bâtiment, essentiellement en isolation, donc très peu exposés à l'eau. Je vais simplement faire quelques brefs rappels, et puis après, on va considérer un matériau, donc un béton de chanvre, notamment à travers un round robin test hein, qui a été fait dans le cadre de l'ARILEM, donc une autre organisation internationale, on va dire. Alors, quelques brefs rappels, puisque ma présentation à la base, elle s'appelait imbibition versus capillarité, ou je ne sais plus, mais en fait, il n'y a pas que de la capillarité. On en a parlé, il y a de la capillarité, c'est un phénomène qui est très connu. Bon, il y a la pression de la place hein, qui introduit une pression relative négative dans le milieu poreux saturé, qui va faire que l'eau va, dans le cas d'une imbibition, en tous les cas, monter. Et puis, dans ce capillaire, rectiligne vertical, c'est le modèle de base. Et puis, via un écoulement visqueux, on peut avoir la loi de Washburn qui donne quelque chose de très connu, avec un élément ici lié à la gravité, -1, qu'on peut considérer. Et on s'aperçoit que cette vitesse, cette ascension capillaire, elle est proportionnelle au rayon. Donc, plus le rayon est grand, bien sûr dans une certaine limite, hein, sinon on va pas avoir d'ascension capillaire, plus la vitesse va être importante. Et puis, si on néglige la pesanteur, ce qui est vrai pour temps très court ou sur de faibles hauteurs, on s'aperçoit que cette attention capillaire, elle est proportionnelle à 1 sur racine de t. Enfin, elle a une cinétique en 1 sur racine de t, ce qui peut laisser penser que c'est un phénomène diffusif, mais ce n'est pas en fait un phénomène diffusif. J'y reviendrai plus tard. Et puis, naturellement, on s'aperçoit que si vous faites l'expérience, vous allez avoir une hauteur qui va se limiter dans le temps. Et cette hauteur, elle est définie par la hauteur de Jurin. Et puis à ce moment-là, si on recale la cinétique en prenant en compte cette hauteur max et cette pesanteur, on aboutit à ce type d'équation en 1 moins exponentielle de moins t. Ça, c'est pour la capillarité. Maintenant, si on fait une imbibition simple, c'est-à-dire on pose un cube à fleur d'eau, et puis un cube, alors j'entends un cube ici, c'est un cube de béton de chanvre, hein, pour pas le citer. Donc on a une porosité, on n'a plus des capillaires, on a une foison de capillaires, c'est très compliqué, de différentes tailles, avec une connectivité plus ou moins grande. Et puis on regarde l'ascension de l'eau dans ce matériau. On s'aperçoit que dans une première phase, en bas, on a, ou non d'ailleurs, une frange qui est saturée en eau. Et puis au-dessus, on a un gradient de teneur en eau. Et puis, même dans le modèle qu'on va considérer, on va considérer que ce front d'évolution d'humidité n'atteint jamais la partie supérieure, ce qui n'est jamais vrai d'ailleurs, mais bon, d'un point de vue théorique, ça simplifie les choses par la suite. Donc, en fait, on utilise ce modèle et puis on regarde ce qui se passe. Et naturellement, quand on fait ça, on considère un milieu homogène, on homogénise un milieu, une porosité multi-échelle interconnectée. Et dans ce cadre-là, on considère une équation de diffusion classique, qui, dans le cadre d'un sol, typiquement, ou d'autres, enfin, ce qui est essentiellement le domaine qui a été étudié à travers ces types d'équations, on aboutit à ceci, c'est-à-dire qu'on n'a plus une conductivité hydraulique en milieu saturé, mais on a une conductivité hydraulique en milieu insaturé qui relie un coefficient de diffusion via une succion, hein, la succion qui correspond en fait à la pression capillaire, mais exprimée en mètres de colonne d'eau. Et dans le cas unidimensionnel, on a ce type d'équation avec en bleu, à nouveau, un terme gravitationnel qu'on peut considérer ou non. Si on le considère, on a l'équation de Richards. Si on l'enlève, on a l'équation de la diffusion classique,
qui peut être résolu par l'introduction d'une variable de Boltzmann en U égale Z sur racine de t, qui nous permet d'obtenir une unicité, hein, si on considère un milieu semi-infini à la base qu'on vient perturber, donc en milieu transitoire, mais euh, tout à l'heure on utilisait le terme de modèle de méthode transitive. Là, c'est une transition qui est un peu violente, puisqu'en fait, on passe d'un état quasiment sec à un état saturé, et puis on regarde cette propagation du fond d'humidité. Alors, ça, c'est des expériences qui ont été faites sur, non pas des bétons de chanvre, mais des bétons hydrauliques classiques. Et quand on fait ce type, qu'on applique ce type d'approche, ben, on s'aperçoit que, et qu'on mesure lors de l'imbibition, hein, la teneur en eau à différentes hauteurs, et ben, on s'aperçoit que donc on a ce type de mesure, que on a une frange de saturation. Alors, on peut pas mesurer tout au bord de l'interface, hein, mais on a une frange de saturation qui n'est jamais vraiment parfaitement saturée. Et puis tous les profils qu'on obtient, en fait, comment dire, ne se confondent pas en une ligne unique, comme on a vu tout à l'heure. Donc on n'a pas exactement d'unicité. Donc on voit bien qu'on a déjà quelques déviances par rapport au modèle théorique proposé tout à l'heure, mais c'est, comme je vous l'ai dit, une première approche, hein, une première brique théorique. Et notamment, on considère également ici qu'on a des transferts isothermes. Et on l'a vu lors de la deuxième présentation que bah, lors de ces imbibitions, on n'est jamais parfaitement en conditions isothermes puisqu'on a des changements de phase et donc probablement des changements de température au sein du matériau. Donc là, ici, bah, on a une phase saturée. Dans la phase insaturée, bah, vous voyez on retrouve cette fameuse succion, hein, qui va dépendre de l'isotherme de sorption-désorption avec la fameuse hystérésis dont on parlait et qui va être très différente en imbibition ou en séchage, qui est le phénomène opposé. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'on obtient sur des matériaux de construction classiques qu'on essaie de caractériser, donc en l'occurrence un béton de chanvre, il y a eu une dizaine de laboratoires à travers le monde qui ont travaillé sur le sujet, alors principalement en Europe. L'idée, c'était de voir comment on pouvait caractériser ça. Et bah, quand on fait ça de manière basique, hein, on fait tremper le cube juste dans un bain, et puis on le fait affleurer à l'eau, à la fleur d'eau, en fait, et puis on vient le mesurer de manière séquentielle. Et lors de ces mesures séquentielles, ben, on a fatalement une manipulation de l'éprouvette qui entraîne un peu sa dégradation. On a savoir comment on décompte le temps de pesée, comment on maintient le niveau de l'eau constant. Donc on a toujours quelques petits aléas qui font qu'on a fatalement bah, des disparitions, des disparités pardon, au niveau des mesures. Et puis on peut également faire une mesure en continu, c'est-à-dire que bah, à ce moment-là, on vient mesurer l'évolution continue de la masse d'une éprouvette en imbibition sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors quand on fait ça, on obtient, bah, ça c'est un petit peu une compilation de tous les résultats. Puis on s'aperçoit que ces résultats, quand on les trace en fonction de log de temps, bah, dans un premier temps, on obtient quelque chose de linéaire. Mais bon, c'est vrai jusqu'à une certaine période. Et puis après, quand on le trace en racine de temps, bah, on obtient quelque chose de linéaire, mais qu'à partir d'un certain moment. Donc, si j'essaye de résumer ça, en plus, comme les mesures sont ponctuelles, bah, on trace des traits entre chaque point, ça nous fait pas mal d'incertitudes. Alors, si maintenant je considère une mesure en continu, voilà ce que j'obtiens. Et puis, comme c'est des blocs préfabriqués également de chanvre, on a des particules végétales qu'on vient mettre en œuvre, qu'on vient compacter. Donc, on a une orientation préférentielle des fibres qui fait qu'on a une anisotropie qu'on observe dans beaucoup de panneaux préfabriqués. Alors, c'est pas des panneaux de fibres, mais on a quand même une forte anisotropie, même avec des particules de Schoenfeld. Et puis, bah, on s'aperçoit que à ce moment-là, si on trace en log de temps, bah, on a quelque chose de linéaire, mais entre 1 heure et 6 heures. Alors ça, c'est une relation qui avait été proposée dans le cadre d'une étude sur des particules immergées complètement dans l'eau, ce qui peut correspondre en fait un peu à l'imbibition et à la saturation initiale en bas de l'éprouvette. Et puis maintenant, si on considère quelque chose en racine de temps, et ça c'est un protocole standard qui est utilisé pour les bétons hydrauliques pour les caractériser ce qu'on appelle leur capillarité. Donc on a une fonction affine en racine de temps avec une constante à l'origine là, dont on ne sait pas trop d'où elle vient, mais qui permet d'obtenir un coefficient. Voilà. Alors après, ça c'est ce qu'on obtient. Et puis, si on regarde un peu dans la littérature, on peut s'apercevoir que on peut considérer un petit peu, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, deux échelles de diffusivité.
Une première où on a une imbibition qui est quasiment spontanée et rapide, hein, qui s'effectue la première heure, avec la première équation que je vous ai exposée tout à l'heure sur la capillarité avec effet de gravité. Et puis dans un deuxième temps, une diffusivité avec cette fois-ci une loi en racine carrée du temps. Et puis bah, là, on a un modèle à trois paramètres, voilà, où on n'a plus de paramètres constants, mais qui est lié via le C ici. Et puis le C bah, correspond ici à une hauteur maximum de zones quasi saturées dans l'échantillon. Et puis les coefficients S et SG à des sortivités. Alors la première, vraiment, ça correspond à une sortivité dans le sens où c'est défini, c'est-à-dire une vitesse de propagation dans le cadre d'une imbibition, enfin d'une capillarité. Et puis la deuxième, j'appellerais une pseudo-capillarité, une pseudo-sortivité qui correspond plutôt à une progression, peut-être du fond d'humidité dans l'échantillon lors de la diffusion. Donc voilà un petit peu les choses. L'idée ici, c'est de voir et d'essayer de caractériser à travers un essai très simple. On voit que l'imbibition, ça peut se décomposer en gros par une invasion capillaire plus une diffusivité dans nos matériaux. La capillarité, qui est définie par une advection, hein, c'est-à-dire une différence de pression qui va faire mouvoir l'eau par un écoulement visqueux, en fait, qui est assez rapide. Et puis la diffusion, hein, qui est liée à un processus de Fick, hein, c'est-à-dire un gradient de concentration, du moins en première approche. Donc ça, c'est vraiment un test basique. L'idée, c'est comme je disais, de se rapprocher des conditions réelles d'exposition. Et puis de là, essayer de caractériser euh, un modèle ou de modéliser un comportement, mais cette modélisation de comportement, elle doit vraiment être considérée au regard de la durée d'exposition, hein, et puis du temps d'observation. Donc là, on revient sur les effets d'échelle qu'on a exposés tout à l'heure. On voit manifestement qu'on va être confronté très rapidement et qu'on est confronté à ça, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder la taille des particules par rapport à la taille des éprouvettes. Et puis, on a d'autres phénomènes plus complexes également, hein, on en a parlé, donc qui sont soit des réactions chimiques liées à l'hydratation du liant qu'on utilise dans ce type de matériau, ou la réhydratation du liant, des phénomènes de gonflement, d'osmose, de chaleur liés au changement de phase qui ne sont pas pris en compte, puisque là, ici, on considère une loi isotherme, ou on est en considération isotherme, plus les autres changements dont on parlait tout à l'heure concernant la cristallisation de la cellulose. Et puis, naturellement, on a deux phénomènes antagonistes, hein, l'imbibition et le séchage, hein, qu'il faut considérer à travers des cycles, hein, de manière à prédire la durabilité des matériaux en service de manière générale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir quelques questions. Je suis allé assez vite pour ça. Très bien, merci Vincent. Super. Il y a des questions parce que, et ça m'étonne pas, c'est Patrick Perret qui t'en pose une parce que hier, on a regardé l'effet de l'orientation des fibres sur les comportements thermiques et mécaniques. Et puis là, il y a un effet sur l'imbibition en log et en racine de t, selon qu'il soit transversal ou longitudinal. Donc, Patrick, il te pose la question suivante. Comment les faces latérales sont-elles préparées lors des tests d'imbibition? Alors, ça c'est un sujet, effectivement, il faut faire très attention à ça. On avait essayé de faire un protocole où on disait qu'il fallait imperméabiliser, hein, les faces latérales au mieux qu'on pouvait. Donc, il y a eu différentes méthodes adoptées. On n'a pas fixé de méthode. Et je pense que toutes les méthodes n'étaient pas aussi efficaces les unes que les autres, Tout à manifestement. fait. Mm. Et l'idée, on a mis du papier alu autocollant. Je pense que c'est ce qui se fait classiquement sur les bétons, enfin, ou les éprouvettes de terre ou de béton de terre ou de béton hydraulique classique. Oui, Sur les bétons hydrauliques classiques, on peut également mettre de la résine époxy pour vraiment être sûr de la Ouais, chose. ouais, Mais là, on a mis du scotch autocollant, pour ouais. les cas ceux C'est qu'on c'est- respecte. c'est une vraie question parce que justement pour les temps courts, pardon, je reprends la parole, désolé. oui, Euh, vas-y, Patrick. pour les temps courts, on est vraiment sur on peut avoir des migrations de surface et si on met même l'autocollant, peut faire une porosité, un milieu poreux entre enfin, la rugosité, etc. Nous, ce qu'on fait généralement, alors pour les matériaux qui sont assez denses comme du bois, on met deux couches de résine époxyde. Mais quand c'est des matériaux genre béton végétaux, on met des résines époxydes sur l'aluminium et ensuite on plaque ça sur le matériau pour que ça pénètre un peu, mais pas trop. Enfin bon, mais c'est toujours très délicat de faire ça, hein. Parce que ça peut expliquer un peu les comportements au temps très courts, quoi. Et puis après, bien sûr, on est sur des phénomènes très très complexes.
et c'est dur de les représenter par des équations. Alors, l'équation de Richards, oui, ça ressemble à une équation de diffusion, mais le paramètre est tellement non linéaire que ça conduit dans la résolution à des profils de front plutôt que des profils de diffusion, juste Mais là, pour l'audience, quoi. Mm. mais je l'ai écarté, hein, le terme de gravité dans Non, l'équation. non, je veux dire, le cas θ, là, il Oui, est oui, très, très oui, fortement dépendant de la teneur en eau, normalement. oui, oui, C'est ce qui fait, c'est bien de retrouver des fronts oui, plutôt que oui. des coefficients des effets diffusifs. C'est juste pour l'audience, pour être Et c'est ce qui que les fait gens. que sa Ouais. résolution est très délicate d'ailleurs. Exactement, très, très non linéaire. Mais c'est ce qui fait que même si ça a une équation, une allure d'équation de diffusion, les profils sont très, très différents, ne ressemblent pas à la diffusion. Hmm. C'est juste pour l'audience que je dis ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'exposé. Et c'est des Merci. sujets très, très intéressants. Oui, et d'ailleurs, il y aura, j'ajoute, dans le cadre du TCRIDEM, on a une publication qui va être soumise techniquement, voilà, Techniquement, rapidement. rapidement, voilà, et ce qui permettra un petit peu d'avoir une publication sur tous les essais là qui viennent d'être présentés par Vincent. Merci. Je voulais simplement dire, j'ai mis quelques références aussi, hein,